Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 18 septembre 2018, ravis de vous retrouver pour cette deuxième de la saison d'Accès Direct, votre rendez-vous, votre émission quotidienne d'information et de découverte. C'est parti pour 45 minutes. Au programme ce soir, Philippe Bollon, le directeur de Polytech Annecy-Chambéry, viendra nous présenter le nouveau lieu de formation de cette école d'ingénieurs. Un focus ensuite sur deux événements de cinéma qui vont rythmer la fin du mois de septembre. Et en fin d'émission, Aymeric Loisy viendra nous présenter un tournoi de théâtre d'improvisation. Mais avant, c'est le moment d'accueillir Fanette, qui va surgir des backstage. Apparition. La pression. Pour les titres de ce journal de ce mardi, on va s'intéresser notamment à la sécheresse qui sévit en Savoie-Mont-Blanc. En Savoie-Mont-Blanc, effectivement, il y a déjà des seuils d'alerte qui avaient été atteints en Savoie et en Haute-Savoie. Ça s'aggrave encore en Haute-Savoie. Donc on fera le point sur les zones qui sont en alerte renforcée, etc. Et puis c'est aussi l'occasion de parler du niveau du lac d'Annecy. Tous ceux qui sont passés ont pu voir la différence, c'est impressionnant. On a même dépassé aujourd'hui même le seuil de 2003, donc on n'avait pas vu ça depuis plus de 50 ans. Donc c'est Victoria Lopez qui a été rencontrée, ceux qui côtoient le lac au quotidien. Et puis début de notre série de la semaine consacrée aux vignerons. Au vigneron, oui, le mot existe, mais on ne le trouvait pas très joli. Donc, du coup, on a dit le vignoble au féminin. C'est une série de 3 portraits proposés par Jean-Paul Crespi cette semaine. Premier épisode ce soir, avec Mathilde Jacqueline, là, qu'on aperçoit à l'écran, qui a repris l'exploitation paternelle. Donc, 3 très beaux portraits. Merci Fanette. À tout à l'heure. Allez, on démarre cet Accès Direct avec la rubrique Dans l'actu. Je reçois Philippe Bollon. Philippe Bollon, bonsoir. Bonsoir. Alors je disais en introduction, vous êtes le directeur de Polytech Annecy-Chambéry, l'école d'ingénieurs de l'université Savoie-Mont-Blanc. Avant de parler de ce qui nous intéresse, déjà quelques mots sur cette école. Alors Polytech Annecy-Chambéry, c'est l'école d'ingénieurs de l'université Savoie-Mont-Blanc. Ça veut dire que c'est une école d'ingénieurs publique et qui est membre de l'université, mais également membre du réseau Polytech, qui est un réseau national, et dont vous verrez d'ailleurs dans quelques minutes avec Aymeric un des produits du réseau. Alors nous, qu'est-ce qu'il y a dans une école d'ingénieurs? Il y a des étudiants, il y a des enseignants-chercheurs, il y a des plateaux techniques, il y a des laboratoires de recherche. Les thématiques sur lesquelles on enseigne, donc ça va du bâtiment, et on a une spécialité qui concerne le bâtiment durable. Ce n'est pas son titre exact, mais c'est vraiment ce sur quoi les gens travaillent. Une autre sur la mécanique et les matériaux. Les composites, la mécatronique, donc des thèmes très liés à l'industrie locale et nationale, toute l'aéronautique. On a également une spécialité dans le domaine des technologies de l'information. Et notre petite dernière qui a ouvert là, le 3 septembre, informatique, données et usage, ce qu'on appelle communément le big data. Alors, une rentrée un peu particulière cette année, puisque vous allez inaugurer donc ce vendredi un nouveau bâtiment sur votre campus du Bourget-du-Lac. Voilà, alors c'est vrai que cette semaine est riche d'actualité avec l'inauguration du nouveau bâtiment, mais également d'autres événements comme une semaine internationale sur la mécatronique et la mise à disposition d'un plateau technique sur le bâtiment solaire. Alors effectivement, le gros événement, c'est l'inauguration de notre nouveau bâtiment, 3500 m², bâtiment basse consommation. Et alors nous, on est vraiment très heureux d'intégrer ce bâtiment qui est beau, qui est fonctionnel et qui va nous permettre d'être plus efficaces dans l'enseignement. Ça va rapprocher nos lignes, ça nous rapproche des étudiants. Et donc c'est un grand événement à laquelle tout le monde est convié. La construction de ce nouvel édifice était venue indispensable aujourd'hui pour continuer à grandir? Oui, nous sommes en croissance. Cette année, nous avons dépassé le millier d'étudiants dans l'école, donc il faut de la place. Cette année, on a un recrutement particulièrement réussi. Il y a 400 nouveaux. Alors, dans cette école, c'est une école en 5 ans, on peut rentrer après le bac, le fameux Parcoursup, et puis après un concours au bout de 2 ans, et la totalité, c'est 400 nouveaux. Donc, 1000 en stock, 400 nouveaux, les études de 5 ans, donc on voit que la courbe est exponentielle. La courbe est en croissance. Alors, oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, 3500 m², 3 niveaux à haute performance énergétique, 6 salles informatiques, un amphithéâtre. La liste est non exhaustive. Ce sont des chiffres qui donnent le tournis? Alors le tournis, non, on y vit très bien dedans. Par contre, c'est vrai qu'il y a des... C'est un bâtiment qui est particulier, c'est un peu à la mode chez les architectes, c'est le béton brut. Personnellement, c'est vrai, quand on m'a dit ça, j'avais un petit peu peur, mais dedans, c'est très agréable à vivre. Il est très lumineux.
Disons, ça active la vue, ça active l'ouïe, ça active l'odorat parce qu'il est neuf, hein, le toucher. Alors c'est vrai que je n'ai pas essayé le goût, mais pour le reste, c'est vraiment un bâtiment qui marque, et qui marque les personnes qui travaillent dedans. Alors l'objectif avec ce nouvel outil, c'est quoi? C'est clairement viser l'excellence? Ça, c'est clair, hein, c'est un objectif. Alors nous sommes en amélioration continue, hein, si on regarde la qualité des personnes que l'on recrute, hein, enfin, les étudiants. Alors ça se mesure par les mentions au bac, par l'attractivité, hein, là vraiment le fait de remplir les promotions. Ça se voit aussi par l'activité sur les débouchés. On a 3/4 des diplômés qui sont en contrat en moins de 2 mois. C'est extrêmement rapide, hein. Et lors de la dernière enquête, sur les diplômés à 30 mois, on avait plus que 99% de personnes en emploi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, sur toute l'enquête, il y en avait un qui était en recherche d'emploi. Voilà, c'est déjà l'âge où on commence un peu à changer, hein. Donc pour nous, effectivement, les indicateurs sont au vert. Alors pour ce nouveau bâtiment, gros concours, hein, de la part de l'État et des collectivités. Oui, qui vous ont accompagné. Alors on va dire le plus gros donateur, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Savoie, l'État, et puis on peut dire aussi tout le travail des personnes qui ont œuvré, hein, qui ont réfléchi, qui ont fait la conception, imaginer ce que serait le bâtiment comme ça sur papier. C'est un exercice qui n'est pas facile et dont on profite maintenant des résultats. Alors en plus de ce nouveau bâtiment, vous avez également doublé la surface de votre plateforme solaire bâtiment. Voilà, donc ça c'est quand même... je pense que chacun a compris l'importance de ces thématiques, hein. Vous en avez parlé là, au début de ce journal. Le changement climatique, c'est une réalité. Il n'y a pas que les ingénieurs qui sauveront la planète, hein, ce serait exagéré, mais nous aurons besoin des ingénieurs. Hein, ils auront leur rôle à jouer. Ils ont un rôle fondamental, hein. Si on veut diviser par 4 la consommation carbone, c'est pas en claquant des doigts, hein. Alors cette plateforme, si je ne dis pas de bêtises, cette plateforme solaire, elle s'inscrit dans un projet, le projet INES2, si je dis pas de bêtises. Le projet, voilà, donc donc ça rentrait dans ce qu'on appelle globalement là, les initiatives d'excellence. Et donc INES2, c'est un partenariat avec l'Institut national de l'énergie solaire qui est en proximité de ce nouveau bâtiment et qui héberge un des 3 laboratoires de l'école. On s'appelle le LOCI, voilà, on fonctionne par acronyme, mais qui est le laboratoire qui supporte cette formation sur le bâtiment durable. Dernière question, est-ce qu'on a le droit de dire un mot sur les prochains gros projets pour Polytech? Alors, oui et non. Voilà, on est un peu en compétition, mais on a des projets de développement, en particulier dans le domaine de l'apprentissage, des domaines également en ce qui concerne l'économie circulaire, hein. On a également des projets d'augmentation de capacité, de la spécialité, big data, là, pour faire court. Il y a vraiment une demande très forte. Et donc nous, voilà, il faut qu'on soit prêt à répondre aux besoins. Merci beaucoup, Philippe Bollon. Je vous en prie. Bon courage pour cette inauguration en grande pompe le 21. Bien, merci. À bientôt. Allez, on continue le déroulé de cette émission avec la revue de presse et Fanette de Buisson de retour sur ce plateau. Alors, j'ai pas de chance, j'ai le vase en plein milieu du chronomètre. On a fait exprès, comme ça, on déstabilise tous les temps. Alors, on commence cette revue de presse avec les suites de l'affaire Pierre Maudet, qui, on rappelle, s'est retiré provisoirement de la présidence du Conseil d'État de Genève. Voilà, puisqu'il connaît quelques démêlés judiciaires. Donc là, c'est un article à lire et à écouter sur le site de Radio Lac. C'est notre consoeur Marie Prieur qui réunit les réactions au retrait provisoire de Pierre Maudet. Serge Dalbousco, qui est en charge des infrastructures au Conseil d'État, affirme que la volonté des conseillers de développer l'agglomération est intacte et partagée par tous au Conseil d'État. Je le cite, il se veut donc plutôt rassurant vis-à-vis des partenaires français. En tout cas, on va pouvoir voir un petit peu l'ambiance puisque Antonio Gers, donc, qui a repris l'intérim de la présidence du Conseil d'État, ainsi que Serge Dalbousco seront présents vendredi pour une grande cérémonie qui va réunir Français et Suisses. C'est la jonction des rails du CEVA. Donc j'irai vendredi matin. Il risque d'avoir un peu d'ambiance. Bon, on va voir comment ça se passe. Et j'ajoute que tout à l'heure dans le JT, on entendra Christian Dupessay, donc le maire d'Annemasse, qui réagit également à ça.
Une fois n'est pas coutume, tu as décidé de parler de sport. Oui, tout à fait. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. Donc, ce sont les handballeurs chambériens qui sont ou joueurs ou confiants, c'est à voir. Donc, ce sont nos confrères de France Bleu Pays de Savoie qui nous informent que 300 places seront remboursées si le club de Chambéry Savoie-Mont-Blanc s'incline ce jeudi face à Dunkerque pour son premier match à domicile en Star League. Ça se prononce comme ça. Parfait. Une offre qui ne tient qu'en cas de défaite de plus de 3 buts de Chambéry. Donc voilà, l'offre permet de remplir le stade qui est souvent délaissé en début de saison, mais aussi de faire découvrir la nouvelle équipe. Donc voilà, il y a déjà 3000 places de vendues sur 4300. Donc avis aux amateurs. Alors je ne sais pas si tu as un prono. Victoire de Chambéry. Avec plus de 3 points ou pas du coup? Bon, allez, Ouais. avec 5 buts. Avec 5 On buts. suivra avec attention du coup le résultat jeudi soir. Et puis avec toi, on va commencer par parler vélo électrique. Oui, puisque on le sait, hein, en tout cas, c'est les chiffres qui le montrent, les routes suisses font partie des routes les plus sûres du monde. Le nombre d'accidents impliquant des vélos, lui, est en constante augmentation, plus 30% depuis l'an 2000, selon l'Office fédéral des routes. 2 raisons expliquent ce chiffre alarmant. L'explosion des ventes de vélos électriques et un nombre toujours plus élevé de seniors qui utilisent ces vélos électriques. Qui n'ont pas forcément conscience de la vitesse de ces engins. Entre 2013 et 2017, le nombre d'accidents impliquant au moins un e-bike est passé de 375 à 934, soit 3 fois plus. Donc attention, en Suisse, beaucoup d'accidents avec des vélos électriques, il faut un peu la pédale de frein. Et puis un nouveau rebondissement côté fait divers. Oui, dans une affaire criminelle, hein, l'affaire Magali Part, cette jeune femme assassinée en 2001, dont le corps avait été retrouvé dans une forêt en Haute-Savoie. 17 ans plus tard, l'affaire n'a toujours pas été élucidée, c'est ce qu'on appelle un cold case, malgré de gros moyens déployés à l'époque. Et on a appris ce samedi que son ex-mari, Geoffrey Part, qui avait été placé en garde à vue à un moment donné de l'enquête, s'est pendu à son domicile du Pays de Gex. Il a laissé une lettre, mais aucune référence à la disparition de son ex-épouse. On ne sait pas si c'est un rapport, mais en tout cas, ça peut peut-être relancer l'enquête. Merci beaucoup, Fanette. À tout à l'heure. On passe à notre deuxième rubrique du jour. On va parler culture. Sarah Quintric, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la coordinatrice générale d'Annecy Cinéma Italien et la programmatrice d'Annecy Cinéma Espagnol. C'est bien ça? Très bien. On va parler justement de ces 2 événements de cinéma qui vont rythmer, je le disais, la fin du mois de septembre. On va commencer avec le Festival de cinéma italien. Un petit peu d'histoire justement sur ce festival. Le festival a été créé en 1983, donc on fêtera la 36e édition cette année. Édition qui commence très prochainement puisque l'ouverture se fera lundi 24 septembre. Et clôture 29 septembre. C'est quoi son ADN? C'est quoi l'état d'esprit de ce festival? Donc on a un nouveau directeur artistique depuis l'année dernière. Donc c'est vrai qu'il a donné une nouvelle ligne directrice qui est, on va dire, axée sur le cinéma contemporain, cinéma italien contemporain, qui ouvre davantage ses frontières. C'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus de films tourné en anglais, puisque c'est un festival de cinéma italien et non pas forcément en langue italienne. Donc on a des films en italien, bien sûr, mais tournés beaucoup en anglais et d'autres langues aussi. Et donc très tourné vers la jeune génération et tout ce qui se fait de nouveau dans le cinéma italien. On présente bien sûr toujours des films du patrimoine, mais très très axés sur le cinéma actuel. Alors plusieurs personnalités présentes cette année. J'ai noté Valeria Bruni Tedeschi, Alice Rohrwacher ou encore Niccolo Amaniti. Exactement. Du beau monde. Oui, donc on ouvrira avec Alice Rohrwacher et son... Oui. Excusez-moi. Et son Heureux comme Lazzaro qui a remporté le prix du scénario à Cannes. Et Alice Rohrwacher est d'ailleurs notre prix Sergio Leone 2018. Et donc on présentera également ces 2 autres films, Les Merveilles et Corpo Celeste. Elle sera là donc lundi soir. Si vous voulez la voir, il faut venir à l'ouverture. Et Valeria Bruni Tedeschi clôturera le festival samedi soir, samedi 29 septembre, avec son film Les Estivants, qui est donc en français, mais un film italien aussi, franco-italien. Alors beaucoup d'interactions dans cette manifestation, puisque beaucoup de réalisateurs qui viennent présenter leurs films vont revenir après la projection pour des échanges avec le public. Ça aussi, ça fait partie de l'ADN du festival, cet échange? Oui, exactement. Et même, c'est même pour moi la base d'un festival, puisque un festival, c'est aussi permettre au public, d'une part, de voir des films qu'ils n'auraient pas vus en temps normal, la plupart des films ne sont pas distribués en France. C'est-à-dire pour le moment, il n'y a pas de date de sortie annoncée,
Ou alors, quand il y a des dates de sortie annoncées, ce sera à la fin de l'année 2018 ou début 2019. Et cette rencontre avec les réalisateurs ou les acteurs semble essentielle. Et du coup, le festival est là aussi pour ça, pour créer ces rencontres. Est-ce qu'un événement culturel comme le vôtre, consacré au cinéma italien, est-ce qu'il prend encore plus de sens aujourd'hui, au vu de la situation politique en Italie ? Oui, enfin, c'est vrai que c'est assez compliqué de répondre là-dessus, puisque les artistes s'expriment par eux-mêmes. On le voit en fait dans leurs films, et chacun aussi exprime la situation comme il le voit, comme il le souhaite, plus fortement ou plus subtilement, je ne sais pas. Vous avez osé sélectionner un film X. C'est audacieux. Est-ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir... Non. En tout cas, dans un festival grand public. Effectivement, donc c'est plutôt... Oui, c'est un programme X, mais ça rentre aussi dans un projet particulier de Monica Stambrini, qui sera là, d'ailleurs, pour présenter 2 films, un court-métrage et un long-métrage, avec son actrice fétiche, Valentina Nappi. Mais elle est vraiment militante et pour un cinéma pornographique fait par les femmes et pour les femmes, puisque voilà, elle trouvait qu'aujourd'hui, le cinéma X était beaucoup trop pour les hommes, pour faire plaisir aux hommes. Et donc là, et puis il y a vraiment une démarche artistique aussi. Visuellement, la photographie est assez belle. Et donc, voilà, on ne va pas juste voir un film X. Donc, les curieux sont les bienvenus. La séance a lieu effectivement jeudi soir à 22h30. Interdit au moins de 18 ans. Interdit au moins de 18 ans, évidemment. Un mot sur le loup, le nouveau symbole de ce festival. Le lupo, oui. On le retrouvera d'ailleurs, c'est un peu un fil conducteur dans tout le festival, puisqu'on le retrouve dans le film d'Alice Rohrwacher, qui ouvre le festival. Et bon, ça, c'est plus les mots du directeur artistique, hein, donc, qui n'est malheureusement pas là puisqu'il est à Turin. Il arrivera seulement en fin de semaine. Mais pour lui, c'était un animal assez emblématique de l'esprit du festival et du cinéma tel qu'il le voit aujourd'hui. Du 20, donc ça c'est, on a dit donc du 24 au 30 septembre, mais avant, Annecy Cinéma Espagnol, avec là, pas de compétition, mais plutôt un panorama sur le cinéma espagnol. Exactement. Donc oui, c'est pour ça qu'on appelle ça plutôt un focus sur 4 jours. Mais ça veut dire qu'il y aura aussi des invités, réalisateurs, acteurs qui seront présents et qui viendront à la rencontre du public. Un panorama qui est un peu le reflet de la mouvance actuelle du cinéma espagnol en 17 films. Et beaucoup de premiers films, vraiment un coup de projecteur sur la nouvelle génération, puisqu'on présente 7 premiers longs métrages. Ça prouve qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, malgré la crise en Espagne. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple de monter des projets, mais en tout cas, le talent est là. Il y a vraiment de belles choses, des genres très différents. Mais voilà, des premiers films qui ont quand même aussi été remarqués aussi sur la scène internationale. Et on a bien évidemment toujours les réalisateurs confirmés comme Isabelle Coixet qui a remporté tous les Gaudi quasiment cette année, qui sont les Césars en Espagne. Isabelle Coixet ou Paco Plaza aussi, qui était très connu pour la trilogie REC. Voilà. Et une carte blanche aussi à Rodrigo Garcia. Vous avez devancé ma prochaine question. Ben voilà. Vous voulez la poser quand même? Carte blanche, Rodrigo Garcia, touche à tout. Oui, donc Rodrigo Garcia qui va présenter à Bonlieu Scène Nationale du 19 au 21 sa nouvelle création Pipo et Ricardo. Et donc c'était vraiment l'occasion de lui proposer une carte blanche et il nous a monté un petit programme de 4 films de genres et d'époques très différents et qui a le mérite de réhabiliter des réalisateurs qui sont injustement oubliés. Et d'autres qui sont très actuels, mais qui sont plutôt en dehors des circuits commerciaux et du coup qu'on n'aurait pas l'habitude de voir ou l'occasion. Est-ce que les œuvres que vous avez sélectionnées, j'imagine déjà que ça a dû être compliqué d'en choisir 17, est-ce qu'elles ont un message concordant entre elles?
Question piège. Très. En général, on nous J'ai prévient réussi à vous avant. coller. Un message concordant, non, pas particulièrement, parce que comme je dis, il y a vraiment des genres différents, des tonalités différentes. On a du film d'époque, on a du documentaire, et les thèmes sont très variés. Je pense que, on va dire, ce qu'on peut retrouver dans chacun, c'est cette volonté de s'exprimer, de renouveler sans arrêt leur art. Voilà, à leur manière, et chacun de belle façon. Alors, on rappelle les dates. Donc, Annecy Cinéma Espagnol du 20 au 23 et Annecy Cinéma Italien du 24 au 30 septembre. J'imagine que pour les places sur Internet ou directement à Bonlieu. Oui, alors il y a 2 sites internet, annecycinémaespagnol.com et annecycinémaitalien.com. Donc, vous avez toutes les informations, les tarifs, puisqu'on fait aussi des passes illimitées, des passes Annecy Cinéma. Tout est sur Internet. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Et bon courage, du coup, pour la quinzaine qui vous attend. Merci. Allez, on reste dans la culture. On passe à notre rubrique Bonne idée avec Aymeric Loisy. Bonsoir. Alors, Bonsoir. vous êtes le responsable communication de l'association Théâtre d'improvisation Chambéry-Savoie. C'est exact. Avant toute chose, avant de nous expliquer votre tenue, qu'est-ce que c'est le théâtre d'improvisation? Alors, c'est une forme de théâtre un petit peu particulière parce qu'on n'a ni texte, ni préparation. On a un caucus qui dure 20 secondes, c'est-à-dire une préparation, une fois qu'on sait le thème, de quoi ça va parler et pendant combien de temps on va devoir en parler. Voilà. Qui décide ça? Le thème, alors, c'est un arbitre, en règle générale. Parfois, c'est un maître de cérémonie, quelqu'un qui organise et qui fait la liaison entre ce que veut le public, ce que veut voir le public, et ce que les jouteurs sont prêts à offrir. Alors, vous organisez avec votre club, donc les 20, 21 et 22 septembre prochains, un tournoi de théâtre d'improvisation, le tournoi de rentrée à la Traverse au Bourget-du-Lac. Concrètement, c'est quoi le principe? Comment ça va se dérouler? Alors, c'est un tournoi international. Donc, déjà, on a des équipes de l'Italie, encore une fois, puisque ce soir c'est à l'honneur. On a des équipes de Belgique, on a une équipe aussi d'une sélection d'équipes de France, et puis on a l'équipe du TIX qui va essayer de tirer son épingle du jeu. Et puis toutes ces équipes-là vont jouer en français et sur des thèmes improvisés. Et cette année, et donc mon accoutrement le dit un petit peu, on a une thématique un peu particulière. On va jouer sur une thématique qui est les jeux du cirque, avec un esprit gallo-romain. Ça donne beaucoup ça ouvre le champ des possibles. Énorme. Et pour des improvisateurs, une petite phrase, un petit mot, c'est simplement énorme. Alors avec un chant un peu resserré sur l'esprit gallo-romain, on va pouvoir avoir des improvisations dans tous les sens. Alors vous, personnellement, qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline? C'est beaucoup de choses. C'est un état d'esprit, Alors il y a le théâtre d'improvisation, d'abord. C'est une discipline qui est valable sur scène, mais qui est valable au quotidien, lorsqu'on se lève, lorsqu'on rencontre son employeur, lorsque l'on voit son boulanger. C'est quelque chose qui nous permet d'être en confiance et d'exprimer sa liberté dans la vie par une expression plus aisée et puis aussi et surtout savoir écouter les gens. Comment est-ce que vous êtes arrivé? Comment est-ce que vous avez découvert le théâtre d'improvisation? C'est une bonne question. Je pratiquais un petit peu le théâtre avant et je me souviens, à Tours, je regardais déjà, lorsque j'étais étudiant à Polytech, comme le présentait votre premier invité ce soir, on allait voir des spectacles d'improvisation et ça émet le doute, c'est est-ce qu'on serait capable d'improviser? Est-ce que c'est compliqué en fait? Est-ce que se mettre sur scène et se dire je vais parler de ceci, de cela avec 4 autres jouteurs, est-ce que ça va me mettre en difficulté? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sécher complètement? On vous donne un thème et il n'y a rien qui vous vient à l'esprit, il n'y a rien qui sort? Ah oui, bien sûr. J'ai envie de dire, c'est les moments, c'est les pépites, c'est le sel de la vie, c'est les moments qu'on partage à plusieurs. Et parfois, le silence veut en dire tellement long que le public se régale. C'est parfois plus communicant de ne pas parler que de dire plein de choses. Et comment on réagit justement quand on est comme ça, quand on est bloqué, il n'y a rien qui sort? Alors la première fois, on a le cœur qui palpite énormément. Et puis les fois suivantes, eh bien, on plaisante, on en rit, on voit ça du bon côté. Et surtout, on relâche la pression. Et puis voilà, comme je reviens sur ce que je venais de dire, c'est que ça arrive aussi dans la vie. Et on prend le temps de le vivre.
Qu'est-ce qui est le plus difficile selon vous dans cet exercice? L'improvisation, la difficulté, c'est de se connaître. C'est de savoir quels sont les champs des possibles. Alors avoir de la culture, c'est bien, mais il faut savoir ce que l'on a comme culture, parce que toute personne est cultivée, mais il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on a comme culture à présenter aux autres, parce que la culture que tout le monde a, finalement, c'est pas celle que l'on peut présenter lors d'un match d'improvisation. Et ce qui est vraiment excitant pour le public, c'est quand on perce l'univers d'une personne, et alors là, on est prêt à écouter pendant des heures des improvisations. Justement, le public, vous l'avez évoqué, quelle importance il a dans ce type d'exercice? Le public, c'est la richesse de base parce que c'est lui qui donne le thème. Dans certaines brèves de scène, qui est un format qui est développé par le TIX, le théâtre d'improvisation de Chambéry-Savoie. Donc c'est à la fois la base, mais c'est aussi la finalité parce que c'est le public qui va sanctionner avec un carton pour dire s'il préfère une improvisation à une autre dans le format d'un match. Donc c'est vraiment le début et la fin d'une improvisation, le public. Donc concrètement, c'est le public qui décide en gros qui gagne la joute? Oui, c'est le public qui décide, un peu comme les jeux gallo-romains. Voilà. On ne sait pas si on va y arriver ou si on va y arriver ou si on ne va pas y arriver. Alors justement. à quelques jours du tournoi, là, j'imagine que vous êtes déjà un petit peu préparé. Il y a déjà des idées qui sont dans la tête pour pouvoir s'adapter à tout type de situation, tout type de défi qui va vous être lancé? La meilleure préparation, c'est d'imaginer tout ce qui va pouvoir se passer, sachant que le champ est tellement énorme que finalement, l'improvisation, c'est ça, c'est basé sur des petits trucs, des petites astuces qui font que on peut tout prévoir. Pour en revenir au thème, les jeux du cirque, Oui. pendant l'époque romaine, d'où ça vient? Alors c'est une idée, chaque année on essaye de percer un univers, comme je vous le disais. Dans chaque bar où on va jouer, on arrive parfois à avoir des demandes. Alors il y a des bars qui nous demandent des thématiques particulières. Et donc aussi les membres du TIX, on est à peu près une centaine, donc ça donne quand même une énorme demande, improvisent et nous donnent des thèmes qu'ils aimeraient bien voir. Alors on rappelle donc les dates? Oui. 20, 21, 22. Jeudi, vendredi, samedi. À la Traverse au Bourget-du-Lac. Voilà, c'est ça. Alors attention, pour le samedi, il reste déjà plus beaucoup de place. Donc ruez-vous sur le jeudi, vendredi, autrement, ce sera l'année prochaine. Combien de jouteurs? Alors, il y a 5 jouteurs par équipe, donc à peu près une trentaine de joueurs sur scène. Et puis, si voilà, vous n'avez pas réussi à avoir vos places pour la Traverse, sachez qu'il y aura un poney club et puis un meurtre bientôt d'organiser aussi également à la Traverse. Et puis, vous pouvez nous retrouver dans des bars à Aix-les-Bains, à l'Insolite, sur Chambéry, à l'Archimalte ou encore au Bruit qui court, dans de nombreux bars dans les villes qui environnent Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville. Voilà. On ne peut pas vous manquer. Merci beaucoup en tout cas. Émeric. Merci. À bientôt. Bonne journée. Allez, je vais accueillir une nouvelle fois Fanette. Je dois me lever. Oui, j'allais dire tout de même. Pour le rappel des titres, pour ce journal de ce mardi 18 septembre 2018, on va parler notamment de la sécheresse qui augmente de plus en plus en Savoie, Voilà. en Savoie-Mont-Blanc. En Savoie-Mont-Blanc, et là on a reçu un communiqué effectivement de la préfecture de Haute-Savoie comme quoi la sécheresse s'aggrave sur de nombreux cours d'eau et nappes en Haute-Savoie. Donc on fera le point sur quels secteurs sont les plus touchés, etc. Et puis on parlera évidemment aussi de la baisse du niveau du lac d'Annecy. On n'a jamais vu le lac dans cet état-là, ça fait 50 ans. Et puis premier épisode de notre série de la semaine. Voilà, la série de la semaine consacrée au vignoble décliné au féminin. 3 très beaux portraits de femmes vigneronnes des portraits réalisés par Jean-Paul Crespi. Ce soir, on part du côté de Brison-Saint-Innocent. Merci beaucoup Fanette. On te retrouve donc dans quelques minutes, juste après cette page de pub. À tout de suite.